Le sexe dans le couple, un trésor pour la santé, l'identité et le lien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Thérapie de couple. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que beaucoup de gens sous-estiment. Je vais vous parler d'un médicament magique, un médicament qui est gratuit, un médicament qui est à la disposition de tout le monde, que vous soyez seul ou que vous soyez ado. C'est un médicament qui procure des bienfaits incroyables et qui peut même soulager des maux physiques comme des maux internes. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Eh bien, je vous parle de la sexualité. Et oui, la sexualité. Parce qu'aujourd'hui, elle est trop souvent perçue comme quelque chose d'abusif, quelque chose d'obsessionnel, surtout chez l'homme d'ailleurs. On entend souvent il ne pense qu'à ça, c'est un obsédé. Si je ne réponds pas à ses besoins, j'ai l'impression de ne pas exister. Et pourtant, la sexualité, ce n'est pas seulement l'acte en soi. C'est beaucoup plus que ça, c'est un tout. Moi, dans mes accompagnements, je le décris en plusieurs étapes, en plusieurs dimensions. Parce que l'intimité, c'est un ensemble. C'est la communication, c'est la complicité, c'est l'affection, ce sont des moments de découverte corporelle, ce sont les préliminaires, c'est l'attention que l'on porte à l'autre. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais vous emmener vers un véritable voyage au cœur de l'intimité. Vous allez découvrir ce que signifie réellement la sexualité au-delà des clichés. Vous allez comprendre ses bienfaits sur votre corps physique, sur votre santé mentale, sur votre identité et votre couple. Et je vous le promets, à la fin de cet épisode, votre regard sur la sexualité ne sera plus jamais le même. Avant de commencer, juste un petit mot. Je m'appuierai aussi sur le travail d'Yves Palsti, sexologue que j'apprécie beaucoup, qui parle merveilleusement bien de l'intimité dans son intégralité. Et ça rejoint complètement ma vision et ce que je transmets en cabinet. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre esprit, parce que ce qu'on va aborder aujourd'hui peut vraiment transformer votre couple. Et pour bien commencer, j'aimerais qu'on parte de quelque chose que j'entends très souvent en cabinet. Une phrase ou plutôt une plainte qui revient sans cesse dans les couples que j'accompagne et qui cache en réalité un immense malentendu. C'est ce qu'on va explorer dans ce premier chapitre. Il ne pense qu'à ça. C'est un obsédé. Si je ne réponds pas à ce besoin, j'ai l'impression de ne plus exister. Ces phrases-là, je les entends toutes les semaines dans mon cabinet. Et ce n'est pas un couple, c'est beaucoup de couples qui me disent la même chose, presque mot pour mot. Alors, est-ce que ces hommes sont vraiment des obsédés? Eh bien non, pas du tout. En réalité, ce qu'ils cherchent, c'est le seul moyen qu'ils connaissent pour rentrer en connexion avec leur partenaire. La sexualité, pour eux, c'est leur langage d'amour. C'est leur manière de dire, malgré les tensions, malgré ce qui ne va pas, malgré nos disputes, je t'aime. Et ça, c'est rarement compris par le féminin. Parce que le féminin, quand il y a un conflit, quand il n'arrive plus à communiquer, quand il y a une distance émotionnelle, c'est la première chose qu'il coupe. Le désir s'éteint, l'envie disparaît. Et le masculin, lui, se retrouve face à une porte fermée sans comprendre pourquoi. Il se dit « J'ai l'impression de devoir répondre à tous les besoins de ma partenaire, mais mon seul besoin à moi, qui est plus un besoin partagé, un besoin d'amour mutuel, celui-là, il est rejeté. » Voilà comment naît l'incompréhension. Maintenant, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Ce n'est pas toujours l'homme qui demande et la femme qui refuse. C'est l'inverse aussi, très souvent. Mais là, le comportement change complètement. Quand c'est la femme qui désire et que le partenaire n'a plus envie, elle ne va pas l'exprimer comme un homme. Elle ne va pas dire « tu ne penses jamais à moi ». Elle ne va pas exprimer sa frustration ouvertement. Non, elle va se taire. Elle va rester frustrée, dans le silence.
Elle va s'éloigner doucement, sans bruit, alors que l'homme, lui, va d'abord exprimer sa frustration, parfois maladroitement, et l'éloignement viendra après plusieurs tentatives. Et ce que j'entends souvent de la part des partenaires qui refusent, c'est pas ce soir chérie, je suis fatiguée. Pas ce soir, je n'ai pas envie. Pas ce soir, avec ce qui s'est passé, ce n'est pas le bon moment. Et à force, le mur s'installe. Alors, qu'est-ce que demande vraiment une personne quand elle demande de la sexualité à son partenaire? Elle demande de la connexion. Elle demande une démonstration d'amour. Elle demande de retrouver ce sentiment que tout va bien, qu'on s'aime encore, qu'il n'y ait plus de conflit entre nous. Et puis, il y a tous les bienfaits que la sexualité procure. Mieux dormir, se sentir serein, apaiser les tensions, retrouver de la légèreté. Mais surtout, la sexualité est un langage. C'est un langage particulièrement puissant parce qu'il se dit que les mots n'arrivent pas toujours à dire. Certaines personnes ont peur des mots, peur de blesser, peur d'être jugées, peur d'être maladroite, critique ou de rabaisser l'autre. Alors elles passent par les gestes, l'affection, les baisers, le toucher, la communication des deux corps. Et tout ça, ça dit « voilà tout l'amour que j'ai pour toi », même si je ne sais pas mettre les mots dessus. Et puis, il y a aussi l'éducation. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des familles où l'affection était dissimulée. Pas de baisers en public, pas devant les enfants, énormément de pudeur. Et ces personnes-là deviennent adultes, ne savent pas s'y prendre. Elles font des maladresses, des malentendus et se sentent incomprises par l'autre, qui peut-être a vécu la même chose et compense, ou au contraire a grandi dans la démonstration et ne comprend pas la retenue. Maintenant, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'essentiel, le masculin et le féminin. Attention, je ne parle pas d'hommes et de femmes biologiques, je parle d'énergie. Chacun de nous porte ces deux énergies en lui. Suivant les situations, c'est le masculin qui ressort ou c'est le féminin. Ces énergies, on les a héritées de nos parents, de nos lignées. Ce sont des mémoires génétiques transmises depuis des millions d'années, comme savoir marcher, savoir respirer. On l'associe souvent le masculin à l'homme, le féminin à la femme. Mais en vérité, les deux existent en chacun. Le masculin, son langage d'amour, c'est les gestes. Les mots existent, mais ils ont un poids énorme. Un « je t'aime » du masculin, il n'est pas dit tout le temps. Il est dit dans les moments importants, dans les moments de doute. Et c'est pour ça qu'il a tellement de valeur. Les gestes d'affection, peu nombreux peut-être, mais chacun a une signification profonde. Et le masculin a besoin d'une chose absolument essentielle, la confiance totale. S'il sent qu'on n'a pas confiance en lui, il se sent rejeté, il s'éloigne, il se remet en question. Le masculin, c'est tout ou rien, tout noir ou tout blanc. La démonstration d'amour ultime chez le masculin, c'est la sexualité. Pas l'acte mécanique, non. C'est tout l'ensemble, l'intensité, la qualité, l'échange, le lâcher-prise total, l'harmonie de l'autre. C'est faire l'amour sans aucune barrière. Et ça, le masculin en a profondément besoin. Le féminin, lui, son langage, c'est les mots. Le ressenti partagé, les petits gestes du quotidien, c'est prendre soin du nid, de l'habitat. Et pour la sexualité, chez le féminin, ce n'est pas qu'elle n'en a pas envie, c'est qu'il y a souvent trop de contrôle. Le féminin est très contrôlant. Et derrière ce contrôle, il y a des barrières envers soi-même. Le féminin se dit, si je montre qui je suis vraiment, est-ce que mon partenaire va toujours m'aimer? Si je lâche prise complètement, qu'est-ce qui va se passer? Et si je perdais le contrôle? C'est une peur de soi-même, une peur de l'image, une peur de ne plus se reconnaître. Et là, j'ai envie de vous partager quelque chose de très personnel parce que je suis passée par là moi aussi. J'étais extrêmement contrôlée dans ma sexualité. Je ne voulais rien laisser paraître. Pas un bruit, pas une expression sur mon visage,
Pourtant, je ressentais énormément de plaisir, mais je n'avais jamais connu l'orgasme. Et mon mari, lui, me disait souvent « Il faudrait que tu te lâches. Je sens que tu es contracté. J'ai l'impression que tu apprécies pas, mais il manque quelque chose. » Et puis un jour, je me suis dit « Allez, on essaie, on lâche prise. » Et c'est là que j'ai connu mes premiers orgasmes. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? C'est moi qui suis devenue demandeuse. Parce qu'à partir du moment où je me suis sentie en phase avec ma propre sexualité, où j'ai compris les bénéfices que ça me procurait, tout a changé. Dans mon couple, dans ma vie de famille, dans mon travail, tout. Et c'est pour ça que je peux vous dire avec certitude, lâcher prise, c'est que du bénéfice. Alors pourquoi le féminin a-t-il tant de mal à se laisser aller? Ça vient de plusieurs choses. L'éducation, un homme ça ne pleure pas, une femme ça peut pleurer. On a tous entendu ces phrases-là. Les premières expériences sexuelles, parfois vécues sous pression sociale, sans tendresse, sans amour, juste pour avoir fait sa première fois. Et je profite de ce moment pour dire à ceux qui n'ont pas encore vécu leur première fois, faites-en un moment romantique. Pas une compétition, pas de démonstration, une vraie connexion avec la personne. C'est ça qui crée une bonne mémoire pour toute votre vie sexuelle future. Et puis, il y a aussi, malheureusement, les abus sexuels, l'inceste, qui touchent autant les hommes que les femmes. Et ça nécessite un travail psychologique profond pour dissocier ces traumatismes de la sexualité amoureuse avec un partenaire choisi. Et quand ce malentendu s'installe et qui n'est pas résolu, qu'est-ce qui se passe? Il se passe de la distance, de la frustration, une remise en question de soi. On ne parle plus que de logistique. La maison, les enfants, les factures. On ne parle plus du couple lui-même. On ne parle plus de ce qu'on ressent. Et au bout d'un moment, l'infidélité peut s'installer. Pas par méchanceté, pas par perversion, mais parce que la personne rencontre quelqu'un qui vit la même chose qu'elle, qui la comprend, qui lui dit « avec moi, ça sera différent ». Et là, le glissement commence. Et je peux vous dire que dans mon cabinet, j'ai autant d'hommes que de femmes qui trompent. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question de souffrance accumulée, parfois pendant des mois, parfois pendant des années. Je consacrerai d'ailleurs un épisode entier sur l'infidélité, les différents types, comment elle se vit et comment l'éviter, mais ça sera pour une prochaine fois. Ce que j'observe dans mon cabinet, c'est que les couples qui comprennent ce fonctionnement se retrouvent. Très peu se séparent à cause de ça, parce que ceux qui se séparent, eux, ne viennent pas en thérapie. Pour eux, c'est déjà terminé. Mais ceux qui font la démarche, ceux qui s'autorisent à mettre les mots sur leur langage d'amour, sur ces différences entre le masculin et le féminin, ils se redécouvrent. Parce que la clé, c'est ça, comprendre qu'il existe deux grands langages d'amour, le masculin et le féminin, et que chacun parle le sien. Et tant qu'on ne traduit pas, on ne se comprend pas. Et puis, il y a aussi quelque chose d'essentiel. Dans un couple, il ne devrait pas y avoir de tabou sur la sexualité. S'il y a un tabou, c'est qu'il y a un problème plus profond à aller chercher, parfois individuellement. Mais quand le tabou tombe, ça ouvre une porte immense, la complicité, de l'harmonie, de la consolidation du couple. Avant de passer au chapitre suivant, j'aimerais vous laisser une question. Une question à vous poser tranquillement, peut-être ce soir, peut-être demain. Et vous, comment parlez-vous de la sexualité avec votre partenaire? Est-ce quelque chose de facile, de fluide, de naturel? Ou est-ce que c'est tabou, difficile, voire évité? Prenez le temps d'y répondre honnêtement, parce que la réponse à cette question est déjà un premier pas vers la transformation dans votre couple. Et maintenant qu'on a compris qu'il y a un langage d'amour incompris entre le masculin et le féminin, une question essentielle se pose. La sexualité, au fond, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que vous allez voir, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Et si je te demandais là, maintenant, c'est quoi pour toi la sexualité dans le couple? Est-ce que tu me répondrais? Prends un instant, ferme les yeux. Tu sais, quand je pose cette question à des couples en cabinet, j'obtiens presque toujours la même réponse. Une réponse qui me touche parce qu'elle est tellement révélatrice de ce qu'on a fait de la sexualité dans notre société.
La plupart du temps, on me dit, la sexualité, c'est le sexe. C'est satisfaire le besoin de l'autre. C'est le devoir conjugal. C'est l'acte. Et là, je m'arrête. Parce que cette réponse, elle est complètement fausse. C'est un cliché, un énorme cliché. Mais d'abord, demandons-nous d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on a réduit la sexualité à un simple acte? Pourquoi est-ce qu'on en a fait quelque chose de mécanique, de quasi fonctionnel? Eh bien, il y a plusieurs sources. D'abord, la religion. Pendant des siècles, on nous a vendu le sexe comme un péché, comme quelque chose de sale, d'interdit, qu'on devait cacher, dont on ne parlait pas. Ensuite, l'éducation. Si dans la famille la sexualité était un tabou, si on n'en parlait jamais, si c'était un sujet qui faisait rougir tous les mondes, forcément, vous avez grandi avec l'idée que c'était quelque chose de gênant, de honteux. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Cette hypersexualisation permanente, ces corps parfaits, ces injonctions à la performance. Et bien sûr, la pornographie. Surtout celle qui est très hard, très crue, qui ne reflète absolument pas la réalité de l'intimité dans un couple. Ce n'est pas ça la sexualité, ce n'est pas ça du tout. Alors forcément, avec tout ce qu'on nous a vendu, on s'est construit une version complètement déformée de ce qu'est réellement la sexualité dans le couple. Alors moi, je vais vous dire ce que c'est la sexualité pour moi, avec mes mots, avec mon vécu, avec mon expérience de thérapeute. La sexualité dans le couple, c'est une connexion. C'est deux corps qui fusionnent pour n'en faire qu'un. C'est une harmonie, c'est un regroupement en une seule personne, c'est de l'amour. Mais cette sexualité, elle n'existe pas toute seule, elle ne tombe pas du ciel, elle ne se déclenche pas par magie. Elle repose sur plusieurs facteurs. Plusieurs ingrédients doivent être présents pour qu'elle soit épanouie. Ces trois ingrédients sont fondamentaux. Je dirais même qu'ils sont les piliers, les primaires. Sans eux, rien ne peut se construire. Ces trois piliers, c'est la communication, l'affection et la complicité. Si ces trois-là ne sont pas là, je peux vous dire tout de suite, ça sera très difficile d'avoir une sexualité épanouie. Parce que sans communication, sans affection, sans complicité, il ne peut y avoir de vrais préliminaires et encore moins un acte sexuel pleinement vécu. Et là, je vais vous dire quelque chose d'essentiel. La sexualité ne commence pas dans la chambre à coucher. Elle commence bien avant. Elle commence le matin, dans la cuisine, quand tu lances un regard complice à votre partenaire. Elle commence dans la journée, quand vous envoyez un petit message tendre. Elle commence la veille, dans l'attention que vous portez à l'autre. La sexualité se prépare, ça se cultive, ça se travaille. Le désir, on l'entretient. Il faut qu'il y ait de la séduction dans le couple. Toujours. Même après 10 ans, même après 20 ans. Parce que c'est cette séduction qui crée l'envie, qui maintient le désir, qui fait qu'on a envie de l'autre, qu'on a envie de le toucher, de le sentir, de le posséder. Et vous savez ce qui se passe? Souvent, quand l'un a du désir et l'autre non, eh bien naturellement, on va commencer à chauffer l'autre. Des étreintes plus profondes, plus fortes, des baisers beaucoup plus langoureux, des frôlements, des mots un peu plus subliminaux, un peu plus suggestifs. Le but, c'est d'éveiller ce désir endormi, de rappeler à l'autre en douceur comment il ou elle s'est senti la dernière fois. Tous ces bienfaits ressentis, cette plénitude, cette connexion. Maintenant, attention, je veux préciser quelque chose, surtout pour comprendre le féminin. La femme a 4 cycles hormonaux, et selon ces cycles, son désir fluctue énormément. Moi, j'appelle ça la fluctuation hormonale. Il y a des moments où elle est dans une hausse de libido absolue, ou c'est ce que j'appelle les instincts sauvages. Là, pas besoin de préliminaire, pas besoin de séduction, c'est direct, c'est animal, c'est l'acte en soi. Et puis, il y a tout le reste du temps où il faut passer par toutes les étapes. Alors,
parlons concrètement. Quels sont les ingrédients essentiels d'une sexualité épanouie? Je vous liste. La communication, l'affection, la complicité, les jeux dans le couple, la confiance, le lâcher-prise, la séduction et surtout, oser. Et vous allez voir, ces ingrédients, ils s'enchaînent comme un cercle vertueux. Si la communication est OK, ça développe la complicité. Si la complicité est là, forcément, il y a de la séduction. Si la séduction est là, il y a de l'affection en abondance. Et si l'affection est là, ça mène naturellement au petit jeu, puis au préliminaire, puis à l'acte. C'est un enchaînement naturel. Maintenant, parlons des préliminaires, parce que là encore, il y a beaucoup à dire. C'est quoi des vrais préliminaires? Vous savez, quand on parle de préliminaires, la plupart des gens passent à ces fameux 5 ou 10 minutes juste avant l'acte. C'est un passage obligé, comme une formalité. Erreur. Pour moi, les préliminaires, ça commence bien avant. Les gestes d'affection au quotidien, ce sont déjà des préliminaires. Mais avant d'arriver aux préliminaires, comme on les entend, moi j'invite à passer par une étape que j'appelle la fouille au corps. Ce sont des moments de massage, des moments de découverte corporelle, avec les mains, avec des huiles parfumées, parce que l'odeur, ça active hormonalement quelque chose de très puissant. Des effleurements doux, des massages plus profonds. C'est aussi des petits jeux de couple, parler de ses désirs, parler de ses fantasmes, parler de comment on s'est senti la dernière fois qu'on a fait l'amour. Et ensuite arrivent les vrais préliminaires. Et là, je veux que vous reteniez une chose fondamentale. Les préliminaires ne sont pas obligés d'aboutir à un acte sexuel. On peut totalement terminer par des préliminaires. C'est un plaisir partagé. Ça peut aller jusqu'à l'orgasme, clitoridien pour la femme et éjaculation pour l'homme. Et c'est complet en soi. Les préliminaires, ça inclut le 69, les masturbations à deux, l'utilisation des sextoys, et je le dis tout de suite, les sextoys, ce n'est pas un plaisir personnel, c'est un jeu de plaisir à deux. Et tant qu'on y est, la masturbation personnelle fait aussi partie du bienfait de la relation, surtout si on la partage avec son ou sa partenaire. Il n'y a pas de honte à ça, au contraire, c'est une forme de connexion supplémentaire. Et puis, il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent dans le couple. C'est ce que j'appelle l'affection asexuée. L'affection asexuée, c'est tous ces moments dans la journée qui n'ont rien à voir avec le sexe et qui pourtant nourrissent l'intimité du couple. C'est un regard échangé à travers la pièce, un toucher sur l'épaule en passant, une vraie communication ouverte et sincère. D'ailleurs, j'en parle dans un de mes podcasts, des petits talks à la grande connexion. Je t'invite vraiment à aller l'écouter, c'est un excellent exemple de ce que c'est l'affection asexuée. Et vous voyez, quand on a une bonne communication, quand on arrive à s'exprimer surtout, car rien n'est tabou dans la relation, eh bien, on lâche prise beaucoup plus facilement. On se laisse aller, on joue pleinement notre rôle dans la sexualité du couple. Parlons maintenant du masculin. Le masculin, il a une particularité. Il a besoin de gestes d'affection asexuée pour démontrer son amour. Parce que beaucoup d'hommes, les mots ne viennent pas facilement. Ce sont souvent des personnes qui sont dans le silence et dans l'écoute. C'est plus facile pour eux d'agir que de dire. Et ces gestes, c'est quoi concrètement? Des petites papouilles en regardant la télé, ouvrir la porte de la voiture à son ou sa partenaire, un baiser en rentrant du travail, mettre en place des rituels dans le couple. Les rituels, c'est puissant. C'est ce qui crée la stabilité émotionnelle, le sentiment d'appartenance, la sécurité affective dans le couple. Et maintenant, je veux qu'on aborde une distinction fondamentale. Une distinction que beaucoup de personnes ne font pas et qui pourtant change toute la vision de la sexualité. Quelle est la différence entre faire l'amour et avoir des relations sexuelles? Faire l'amour, c'est un acte volontaire, c'est se découvrir. Ce n'est pas se contenter de l'acte en soi, c'est privilégier la qualité de l'instant. C'est étirer ce moment, le faire durer dans le temps. C'est de la présence, c'est de la connexion, c'est de l'amour justement. Avoir des relations sexuelles, c'est tout autre chose.
c'est plus mécanique, c'est un plaisir personnel. C'est calmer une libido. C'est un échange avec un ou une inconnue le temps d'une soirée. C'est un sex friend. C'est élargir certaines connaissances. Et là, j'ai une phrase clé. Une phrase que je dis très souvent. Le mot amour, sans point d'exclamation, c'est plat. Et le point d'exclamation, c'est la sexualité. Vous comprenez ? Sans la sexualité, l'amour reste plat, monotone, incomplet. La sexualité, c'est ce qui donne du relief à l'amour. C'est ce qui le fait vibrer. Et j'ai un conseil à vous donner, surtout aux plus jeunes, mais pas que, c'est celui-ci. Pour votre première fois, n'allez pas vers ce type de relation, avoir une relation sexuelle. Allez faire l'amour. Soyez amoureux, soyez amoureuse, construisez quelque chose, développez une relation. Et alors là, votre première fois sera vécue comme une belle expérience. Parce qu'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un dont on ne se sent pas proche, avec qui il n'y a pas de sentiments, le vécu de l'expérience est rarement positif. Certains me disent « Oui, mais moi je veux gagner de l'expérience pour la bonne personne. » Et moi je leur dis « On gagne une expérience avec la bonne personne, pas avec les autres. » Et puis, il y a quelque chose dont on parle trop peu dans le couple, le fantasme. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut protéger leur partenaire de leurs fantasmes, comme si certains désirs étaient honteux, dérangeants, voire trop extrêmes. Et moi, je leur dis le contraire. Si vous êtes bien aligné, vous êtes avec la bonne personne, toujours. Et si sexuellement, il n'y a pas de tabou, si vous êtes ouvert, si vous partagez vos fantasmes, aucune porte ne se ferme. Parler de ces fantasmes, ça crée de l'imaginaire, de l'ouverture d'esprit, une complicité supplémentaire. Tous les fantasmes ne sont pas réalisables, c'est vrai, mais en parler, c'est déjà créer une bulle d'intimité unique. Et parfois, certaines choses qu'on pensait impossibles deviennent possibles. Certains me disent « J'ai déjà vécu des plans à plusieurs, mais avec ma compagne, jamais. » Et moi, je leur réponds « Si vous êtes hyper bien alignés tous les deux, si la confiance est à 100%, peut-être que vous pourriez le vivre ensemble, voir si ça vous correspond. Mais attention, pour explorer ce genre d'expérience, il faut être ultra solide. Il faut une confiance 100%. S'il y a du doute, s'il y a de la jalousie, ce n'est pas le moment. Et il y aura alors un travail plus personnel à faire avant. Je ne dis pas que vous deviez vivre cette expérience un jour, mais si vous êtes aligné et que vous désirez les mêmes choses, alors ne vous privez pas, vivez. Avant de clôturer ce chapitre, je vais vous poser quelques questions. Pas pour que vous me répondiez maintenant, pour que vous y réfléchissiez, avec votre partenaire si vous voulez, ou juste pour vous. Votre dernière relation intime a-t-elle commencé dans le lit ou bien avant ? Qu'est-ce qui a préparé ce moment ? Ou au contraire, qu'est-ce qui l'a empêché d'être pleinement vécu ? Pour vous, c'est quoi la différence entre faire l'amour et avoir une relation sexuelle ? J'aimerais d'ailleurs avoir votre avis en commentaire. Dans votre couple, comment parlez-vous de la sexualité ? Est-ce un sujet ouvert ou un sujet tabou ? Avez-vous déjà échangé sur vos fantasmes ? Et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire, avec l'ouverture d'esprit, avec écoute, sans jugement, sans critique. Le but n'est pas de provoquer, le but c'est de partager, de reconnecter ce qui est peut-être un peu brisé. Voilà, vous voyez, la sexualité dans le couple, c'est tout sauf un simple acte. C'est une histoire de communication, d'affection, de complicité, de séduction, de jeu, de fantasmes, de rituels, de regards, de toucher. C'est une véritable manière de vivre l'amour. Et dans le prochain chapitre, on va aller encore plus loin. On va parler de ce qui fait que deux personnes restent attirées l'une par l'autre dans le temps. Comment maintenir le désir ? Comment éviter la routine ? Comment se redécouvrir encore et encore ? Mais avant de vous quitter pour ce chapitre, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous savez que la sexualité, c'est un véritable médicament ? Un médicament naturel, gratuit, à la portée de tous, et pourtant terriblement sous-estimé ? Est-ce que vous savez que l'intimité, c'est un véritable médicament ?
un médicament naturel, gratuit, à la portée de tous et pourtant terriblement sous-estimé? Et que vous soyez seul ou en couple, faire l'amour ou même se faire du bien à soi-même a des effets incroyables sur votre corps, sur votre mental, sur vos émotions, sur votre santé globale. Et dans le prochain chapitre, je vais vous dévoiler tous ces bienfaits. Vous allez voir qu'après avoir entendu ça, votre regard sur la sexualité ne sera plus jamais le même. Maintenant que nous avons vu ce que signifiait vraiment la sexualité, qu'elle est bien plus qu'un simple acte et qu'elle est faite de communication, de complicité, de séduction, de regard, de toucher, de rituels, maintenant on va parler des bienfaits. Des bienfaits positifs, puissants et pourtant très souvent méconnus du grand public de l'intimité. Parce que oui, l'intimité c'est un médicament naturel, gratuit, à la portée de tous et pourtant on ne vous l'a jamais vraiment expliqué. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler ce que la science, la sexothérapie et mon expérience en cabinet m'ont appris. Je vous garantis qu'après cet épisode, vous ne verrez plus jamais la sexualité de la même manière. Commençons par quelque chose qui va vous surprendre. La sexualité soulage la douleur. Et ce n'est pas une croyance, c'est scientifiquement prouvé. Vous savez, aujourd'hui, on estime que 30% de la population souffre de douleurs chroniques. 30%, c'est énorme. Et la prise en charge de la douleur est devenue une vraie priorité de santé publique. On dégaine l'aspirine, le paracétamol, parfois bien plus fort. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'orgasme agit comme un véritable analgésique naturel. Pendant l'orgasme, votre corps libère un cocktail d'hormones, on en reparlera juste après, qui font libéralement reculer la douleur. Elle diminue ou elle passe au second plan, ce qui la rend beaucoup plus supportable. Il a été prouvé à plusieurs reprises, à travers de nombreuses études et témoignages, que les femmes qui avaient une sexualité régulière souffraient beaucoup moins de migraines, beaucoup moins de douleurs menstruelles aussi, beaucoup moins de douleurs articulaires. On parle même de soulagement dans des pathologies comme la sclérose en plaques, la spasmophilie ou les douleurs dentaires. Alors évidemment, je tiens à vous préciser, la sexualité ne remplace pas un traitement médical. Si vous souffrez, consultez. Mais sachez que votre corps a en lui un outil puissant qui peut vous aider à mieux vivre avec la douleur. Vous savez, le cœur, c'est le symbole de l'amour et ce n'est pas un hasard. Parce que les blessures émotionnelles, un deuil, une séparation, un célibat mal vécu, une solitude, ont un impact réel sur la santé physique et particulièrement sur le système cardiovasculaire. Le cœur souffre littéralement quand on souffre émotionnellement. Et là encore, la sexualité a un rôle à jouer. L'orgasme agit sur la circulation sanguine, il fluidifie, il oxygène, il met en mouvement. Il ne va pas guérir une maladie chronique et organique. C'est pour ça qu'il faut un suivi médical. Mais il peut contribuer à prévenir et à atténuer les symptômes. Faire l'amour, c'est aussi prendre soin de son cœur dans tous les sens du terme. Parlons maintenant d'un fléau de notre époque, le stress. Alors attention, le stress en soi n'est pas un problème. C'est même un réflexe de survie naturel et essentiel. Il permet à notre organisme de s'adapter à l'environnement, aux événements de la vie. Le problème, c'est l'excès, la surdose de stress. C'est quand le corps et l'esprit sont submergés, saturés, et qu'on n'arrive plus à s'adapter. Le chercheur Hans Seil a décrit le stress en 3 phases. La phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Celle qu'on veut éviter à tout prix. Eh bien, l'orgasme est l'un des meilleurs antistress naturels qui existent. C'est un moment de détente intense, à la fois pour le corps et pour l'esprit. Cette relaxation peut durer plusieurs minutes. Et vous savez quoi? C'est un excellent moyen de s'endormir. Si vous avez du mal à trouver le sommeil, eh bien, voilà une piste. L'orgasme permet de remettre à zéro l'état de tension, de régénérer le corps et l'esprit, de mieux affronter le stress qui arrivera ensuite. Et c'est un peu comme appuyer sur le bouton reset dans votre tête et dans votre corps. Maintenant, vous allez me dire, ok Émilie, mais concrètement, comment ça marche? Pourquoi la sexualité a tous ces effets? Eh bien, tout se passe dans votre cerveau, et plus précisément dans un cocktail d'hormones que votre corps libère pendant l'excitation, le plaisir et l'orgasme. Que ce soit à deux ou seul d'ailleurs, la masturbation déclenche aussi ces hormones. Je vais vous présenter les grandes stars, l'ocytocine, l'hormone de l'amour et de l'attachement.
C'est la star de la sexualité dans le couple. On l'appelle l'hormone de l'amour ou l'hormone des câlins. Elle est libérée pendant les câlins, les bisous, les caresses et massivement pendant l'orgasme. Son effet, elle crée du lien. Elle renforce l'attachement, la confiance, le sentiment de sécurité avec l'autre. C'est elle qui fait que vous vous sentez fusionner avec votre partenaire après l'amour. C'est aussi elle qui fait baisser le cortisol, l'hormone de stress. Vous comprenez pourquoi un couple qui fait souvent l'amour se sent plus uni, plus complice, plus connecté. C'est l'ocytocine qui travaille en coulisses. Il y a ensuite la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. C'est l'hormone de la récompense, du plaisir, du désir. Elle est libérée quand vous anticipez quelque chose d'agréable, quand vous séduisez, quand vous désirez et bien sûr pendant l'acte. Son effet, elle vous donne de l'énergie, de la motivation, de la joie de vivre. Elle nourrit l'envie. Et c'est pour ça qu'un couple qui a une sexualité épanouie a plus de peps, plus d'élan dans la vie. Les endorphines, les analgésiques naturels, ce sont les morphines naturelles de votre corps. Libérées massivement à l'orgasme, elles ont un effet antalgique, antidouleur et euphorisant. C'est exactement elles qui expliquent pourquoi les migraines, les douleurs de règles, les tensions disparaissent et s'atténuent après l'orgasme. C'est votre antidouleur naturel, gratuit, sans effet secondaire. Et il y a la sérotonine, l'hormone du bonheur et de l'équilibre. Surnommée l'hormone du bonheur, elle régule l'humeur, le sommeil, l'appétit, l'anxiété. Un manque de sérotonine est d'ailleurs souvent associé à la dépression. Et devinez quoi? L'orgasme en libère. Donc oui, faire l'amour est littéralement un antidépresseur naturel. Ce n'est pas une image, c'est de la biochimie. Vous voyez, quand vous faites l'amour et quand vous vous masturbez, quand vous avez un orgasme, votre corps vous récompense. Il vous baigne dans un cocktail d'amour, de plaisir, d'apaisement, de bonheur. Comment on peut se passer de ça? Au-delà du corps, la sexualité a un impact immense sur qui vous êtes. Quand vous vivez une sexualité épanouie, vous lâchez prise, vous évacuez les tensions accumulées, vous développez votre confiance en vous, vous vous sentez libéré physiquement et mentalement, vous expérimentez la sensation d'être enfin vous-même sans avoir à jouer un rôle, vous vous sentez beau, belle, désirable et vivant. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui ont l'impression d'être coincées, emprisonnées dans leur quotidien, dans leurs responsabilités, dans leur rôle. L'orgasme, c'est un moment où vous n'êtes plus le parent, l'employé, le responsable. Vous êtes vous, pleinement vous. C'est presque une expérience spirituelle, je dirais. Un moment où le temps se suspend, où l'espace se modifie, où vous fusionnez avec l'autre ou avec vous-même. C'est rare dans la vie ces moments-là, très rare et c'est très précieux. Et puis bien sûr, il y a un impact sur le couple. En cabinet, je vois énormément de couples venir consulter parce que la sexualité a disparu. Et vous savez ce que j'observe à chaque fois? Une perte de curiosité par le partenaire, une baisse de créativité dans la relation, une absence d'émotions partagées, de joie, de complicité. Quand l'intimité disparaît, c'est souvent le lien lui-même qui s'effrite. À l'inverse, un couple qui entretient une vie intime épanouie, il communique mieux, il se sent plus complice, a plus de patience l'un envers l'autre, se sent en sécurité dans la relation, a la confirmation que l'amour est partagé. La sexualité, c'est la confirmation, encore et encore, que le couple existe, que vous êtes deux, que vous vous choisissez. Et quand le désir baisse, parce que ça arrive à tous les couples, c'est normal, la solution, ce n'est pas se résigner, c'est de renouveler la créativité, de ramener du mystère, de se redécouvrir. Le slow sex, la pleine conscience, les nouveaux jeux, les nouvelles façons de se toucher, tout ça permet de raviver la flamme. Avant de conclure, j'aimerais vous partager un exercice tout simple que vous pouvez faire avec votre partenaire ce soir. Un exercice qui ne demande aucune performance, aucune nudité, juste de la présence. C'est un exercice issu de la sexothérapie et c'est puissant, très puissant. Voici comment faire.
1. Réservez-vous au moins 1 heure ensemble dans une pièce calme et éclairée. Installez-vous face à face, assis ou allongé. Prenez quelques inspirations profondes et ouvrez les yeux. Puis fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, reconnectez-vous à vous-même. Visualisez cette connexion comme une lumière intérieure. Quand vous vous sentez ancré, ouvrez lentement les yeux et regardez votre partenaire. Observez son corps, son visage, son être. Laissez-vous pénétrer par sa présence sans le toucher. Portez ensuite votre regard dans ses yeux. Laissez-vous être vu. Accueillez l'autre à l'intérieur de vous. Que ressentez-vous? De la détente, des picotements, du chaud, du froid? Laissez l'échange de regards se faire naturellement, sans forcer. Remarquez la détente qui se propage. Alternez moments de connexion à l'autre, moments de retour à soi. À la fin, vous pouvez vous rapprocher, vous embrasser, vous étreindre, vous faire un câlin. Laissez-vous accueillir l'autre, sans vous perdre. Cet exercice fait régulièrement transforme l'intimité du couple, parce qu'il reconnaît. Et la reconnexion, c'est la base de toute intimité épanouie. Voilà, maintenant que vous savez tout sur la sexualité, en tout cas beaucoup de choses essentielles, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je suis actuellement à la recherche de couples qui souhaitent témoigner, partager leur expérience, leur vécu, que ce soit sur la sexualité, la communication, sur les blessures, sur le quotidien à deux. Si vous êtes un couple qui souhaite être enregistré par téléphone, accompagné sur une problématique précise et que je puisse vous répondre, vous guider ensemble dans cet échange, n'hésitez pas à me contacter. Je propose également des accompagnements en présentiel ou en visio avec un support vidéo où je parle en profondeur de tous les sujets. Ce podcast est d'ailleurs intégré dans l'onglet Sexualité de la plateforme où vous trouverez encore plus de contenu sur le sujet. Pour ceux qui veulent aller plus loin, peut-être pas aussi profondément sur la sexualité, parce que dans ce podcast, j'ai vraiment voulu rentrer dans les détails, et c'est surtout les autres aspects de la vie du couple. La communication, les blessures, le masculin et le féminin, l'harmonie au quotidien. Je vous invite à découvrir mon livre. Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple. Vous y retrouverez tout ce dont on a abordé ici et bien plus encore. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quel autre sujet vous aimeriez que j'aborde, sur quel thème vous aimeriez avoir des connaissances pour que je puisse vous partager. Répondez aussi au questionnaire que je vous ai posé tout au long de cet épisode, ou mieux encore, discutez-en avec votre partenaire ce soir. Ouvrez le dialogue et c'est là que tout commence. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Thérapie de couple. Prenez soin de vous, prenez soin de l'autre.